Ceci est l'histoire, basée sur la vie réelle de Madame Colette, une dame d'origine polonaise qui a vécu une existence marquée par des défis inattendus et des revers surprenants. Préparez-vous à un récit émouvant qui s'étend sur des décennies, révélant des secrets de famille, surmontant des tragédies et célébrant les petits et grands triomphes de la vie. Une femme ordinaire dont la vie extraordinaire nous rappelle la force de l'esprit humain et le pouvoir durable de l'amour familial. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire dès maintenant. Cliquez simplement sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre j'aime est essentiel pour maintenir ce travail en vie ici sur YouTube et, à la fin, laissez un commentaire sur ce que vous avez pensé de l'histoire de Colette. Allons-y, ma chère, installez-vous confortablement pour commencer. Contente que vous soyez là. Rapprochez-vous et je vais vous raconter mon histoire. Je suis née en 1964 dans un petit village du sud du Brésil. Ce que je vais partager n'est pas une histoire facile, mais c'est la mienne, avec toutes les joies et les tristesses que Dieu a voulu me donner. Je suis la fille de Stanislas Dubois et Anne. Le nom de mon père était difficile à prononcer pour les Brésiliens, mais il n'a jamais voulu le changer. Il disait qu'il portait l'histoire de toute la famille. Tout le monde au village apprenait à bien le dire grâce à sa patience. On disait qu'il était totalement différent de ma mère. Moi, je ressemblais plus à mon père, blonde, les yeux bleus et le nez proéminent des Dubois. C'était amusant de voir les vieilles photos, tous les parents du côté de papa avec ce nez. Ma mère, une belle brésilienne, brune avec des yeux couleur miel qui ressemblaient à des pierres précieuses. Son petit nez délicat était différent du mien et elle avait de longs cheveux châtains jusqu'à la taille. Enfant, je passais des heures à lui peigner les cheveux. Elle m'a appris à faire de belles tresses. Notre maison se trouvait sur un grand terrain, héritage de l'époque où le gouvernement donnait des terres aux immigrants. C'était une maison en bois avec un porche à l'avant où nous passions les après-midi. Dans la cour, nous avions de tout, un potager, des poules, des cochons. Mon père travaillait au champ et ma mère s'occupait de la maison, mais elle aidait aussi à la plantation. La vie était différente à l'époque. Nous n'avions même pas de télévision, juste une vieille radio. Les rues étaient en terre battue et quand il pleuvait, tout se transformait en bourbier. Mais nous étions heureux. Il y avait des fêtes à l'église et des bals communautaires, et tout le monde se connaissait et s'aidait. Il y avait beaucoup de Polonais dans notre région. C'était intéressant de voir comment se mélangeait la nourriture, la façon de parler et les coutumes. Sur notre table, il y avait des pierogies et des haricots, et mon père parlait portugais avec un fort accent. À la maison, c'était une combinaison d'histoires de Pologne et du Brésil. Nous étions une grande famille, 4 frères et sœurs, Pierre l'aîné, puis Jacques, ensuite moi et Antoine, que nous appelions Tonio. Nous ressemblions tous à mon père. « Le sang polonais est fort », disait-il. Notre maison était toujours remplie de rires et de courses. Maman disait que les enfants étaient comme du pop-corn. L'un entraînait l'autre. Pierre fut toujours le plus responsable. Il aidait papa au champ. Jacques était silencieux et aimait lire. Moi, je passais plus de temps avec maman, apprenant les choses de la maison, et Tonio, lui, était le chouchou. Ma mère était le centre de notre maison. Elle se levait tôt, allumait le poêle à bois pour faire le café. L'odeur du pain frais traversait la rue, et souvent une voisine venait demander une tasse de sucre, juste pour un morceau de pain chaud. Elle faisait tout d'une manière spéciale, fredonnant de vieilles chansons que sa grand-mère lui avait apprises. Quand elle lavait le linge dans la baignoire, ses longs cheveux se balançaient pendant qu'elle essorait les draps. Je m'asseyais sur un petit banc pour l'admirer. Parfois, je mettais des fleurs dans ses cheveux, la rendant encore plus belle. Nous n'avions pas beaucoup, mais il ne manquait jamais de nourriture sur la table. Maman aidait aussi à la plantation,
et était toujours à la maison quand je rentrais de l'école avec un café et quelque chose à manger, même si ce n'était que de la polenta avec du lait. Je me souviens qu'elle cousait nos vêtements sur une vieille machine à coudre à pédales. Le soir, après le dîner, elle restait là à coudre à la lumière du quinquet, car l'électricité était faible et souvent coupée. Elle faisait des robes pour moi avec les chutes que les voisines apportaient. En 1973, quand j'avais 9 ans, tout changea soudainement. Maman commença à ressentir de fortes douleurs. Papa l'emmena en ville chez le médecin et quand ils revinrent, elle était différente, plus silencieuse. Elle commença à perdre du poids et cet éclat qu'elle avait. Nous ne comprenions pas ce qui se passait. Un dimanche matin, je n'oublierai jamais, maman ne put se lever pour faire le café. Papa nous dit de rester dans la chambre, mais je m'échappais quand les voisines commencèrent à arriver. Cet après-midi-là, maman s'en alla. La veillée funèbre eut lieu à la maison, comme c'était la coutume. Ils arrangèrent tout dans le salon où nous mangions. Les femmes de la communauté arrivèrent tôt, débarrassèrent la table et préparèrent tout. L'arôme du café se mêlait à la forte odeur des bougies et des fleurs. Il y avait tant de fleurs que tout le monde en apportait encore plus. Je restais dans un coin, observant une scène qui n'avait aucun sens. Maman, si immobile et belle, semblait dormir. Vêtue de sa robe bleue, celle spéciale, avec les cheveux coiffés et les fleurs qu'elle aimait. Je ne pouvais pas pleurer. Les gens me touchaient la tête et disaient des choses que je ne comprenais pas. J'espérais qu'elle ouvrirait les yeux et se lèverait, pensant que ce n'était qu'un long rêve. Mais au cimetière, la réalité me frappa. Je vis les hommes porter le cercueil vers ce trou sombre et je fus rempli de désespoir. Je commençai à crier. Je m'accrochai aux jambes de papa, implorant qu'il ne le fasse pas. Pierre me tint fort, mais je luttais et pleurais tant que je pouvais à peine respirer. Ce fut la première fois que je vis mon père pleurer devant tout le monde. Ce jour-là, mon enfance se termina. Longtemps après, je compris ce qui s'était passé. Maman avait perdu un bébé et était tombée enceinte à nouveau. Elle eut une forte hémorragie et des complications en rentrant chez elle. Beaucoup de mères à la campagne mouraient ainsi par manque de soins médicaux adéquats. Si c'était aujourd'hui, elle aurait peut-être été sauvée. Mais dans ce coin du Brésil, la vie était dure, surtout pour les femmes. Après l'enterrement, la maison était différente. Le silence pesait. Papa essayait de faire de son mieux, mais rien n'était pareil. La nourriture n'avait jamais le même goût. Les vêtements n'allaient pas bien. Le jardin commença à mourir. Pierre, à 13 ans, aidait comme il pouvait. Jacques se réfugiait davantage dans ses livres. Tonio, le pauvre, n'avait que 5 ans et appelait maman la nuit. J'essayais de faire ce que maman faisait. Elle m'avait appris beaucoup de choses. Elle disait que toute femme devrait savoir avant de se marier. Je savais laver le linge, repasser, cuisiner des choses simples, même faire du pain. Le lendemain de l'enterrement, je me suis levée tôt, j'ai allumé le poêle à bois comme maman, j'ai fait du café et j'ai coupé le pain que les voisines avaient laissé. Quand papa et les garçons se sont réveillés, la table était prête. Papa, avec un regard triste, m'a caressée. « Ma fille », a-t-il dit avec fierté et tristesse. Depuis, j'ai fait ce que j'ai pu. Je lavais le linge, nettoyais la maison, cuisinais. Pas comme maman, bien sûr, mais assez. Papa essayait de m'aider, mais il ne savait pas grand-chose de ces choses. Il se plongeait dans le travail au champ pour compenser l'absence de maman. Les voisines venaient m'apprendre ce que je ne savais pas. Madame Marguerite m'a appris à faire de la polenta grumeleuse et Madame Rose à enlever les taches des vêtements. J'ai appris vite, je devais le faire. Il n'y avait pas d'autre option. Ce fut une période difficile pour tous. Nous avons appris à vivre sans l'éclat dans la maison ni la voix chantante de maman. Papa était perdu. Il travaillait toute la journée et rentrait tard, fatigué. La nuit, je l'entendais marcher dans la maison. Parfois, je le trouvais assis dans la cuisine, regardant dans le vide avec une tasse de café froid. Il faisait des efforts, mais il ne savait pas comment gérer cela. Papa était différent des autres hommes. Il aimait maman avec passion, comme dans un film. Il l'embrassait toujours,
lui embrassait la joue après le travail et ils parlaient pendant des heures après le dessert. Papa voulait toujours savoir l'avis de maman pour tout, du maïs à planter au nom à donner au nouveau veau. C'était beau à voir. J'observais en cachette et comparais avec les autres maris des voisines et des oncles. La plupart regardaient à peine leurs femmes, parlaient peu et donnaient des ordres ou se plaignaient. Papa non, il regardait maman comme s'il voyait le plus beau coucher de soleil du monde. Après son départ, il semblait qu'une partie de lui travaillait aussi, prenait soin de nous, mais son regard n'avait plus le même éclat. J'ai quitté l'école. Les choses ont changé lentement. Nous avons appris à vivre sans maman, même si cela faisait mal. Papa a commencé à rentrer à la maison plus tôt et à parler davantage. Il a essayé de me faire des tresses comme maman. Elles étaient tordues, mais je les ai laissées pour voir son sourire. Quelque chose de difficile à raconter arriva ensuite, mais cela fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Des mois après le départ de maman, la maison était pleine de parents. Un jour arriva Julien, le fils de tante Catherine. Il était plus âgé, environ 14 ans, alors que j'en avais 10. Au début, c'était amusant de l'avoir près de nous avec de nouvelles blagues et histoires. Nous jouions dans le jardin, grimpions aux arbres ou faisions des choses d'enfants. Mais un jour, il changea. J'étais seule dans la chambre quand Julien apparut et ferma la porte. Il s'approcha en disant des choses étranges, que j'étais jolie avec des yeux bleus comme le ciel et des cheveux dorés comme le soleil. J'ai essayé de crier, mais il a couvert ma bouche. Il m'a poussée sur le lit et j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une blague jusqu'à ce que je comprenne que non. Il a relevé ma robe, touchant des endroits qui m'ont effrayée et gênée. Puis il a pris ma main pour le toucher de manière inappropriée. C'était une terreur pour moi. Il était fort et j'ai pensé que quelqu'un devait me sauver. Alors la porte s'ouvrit. Ce fut très rapide. C'était papa. Le visage de papa passa de la surprise à la fureur. Il attrapa Julien par le cou et le traîna dehors en criant des insultes. Je n'avais jamais entendu papa parler ainsi. Il le traîna dans la cour, je le suivais, effrayé. Dans la cour, papa jeta Julien au sol, sortit sa ceinture et le frappa, criant qu'il lui apprendrait à respecter les jeunes filles. Tante Catherine accourut, mais il ne s'arrêta pas avant que Pierre ne le retienne. Julien pleurait et tante Catherine l'emmena en maudissant. Après cela, le silence était pesant. Papa m'embrassa en pleurant, s'excusant et promettant de me protéger. Je ne comprenais pas bien, je savais juste que c'était quelque chose de très grave. Cette nuit-là, j'entendis papa parler à tante Marie dans la cuisine. Il avoua qu'il ne savait pas comment me protéger seul et qu'il avait besoin d'aide. Tante Marie suggéra que j'aille vivre chez ma grand-mère en ville. Le lendemain, papa m'expliqua que j'irais chez grand-mère pour être mieux et étudier. Il me promit de venir me voir chaque fois qu'il le pourrait. Je ne voulais pas y aller. J'avais peur de laisser mes frères et papa. J'aimais tout le monde, mais mon préféré était Tonio. Ça me faisait mal de penser à le laisser. Une partie de moi voulait y aller. Après ce qui s'était passé avec Julien, je ne me sentais pas en sécurité. Ce fut difficile de se dire au revoir. Tonio pleura, il ne comprenait pas pourquoi je partais. Jacques était silencieux, mais pleura. Pierre me serra fort dans ses bras et dit « Va, ce sera mieux pour toi, Colette, mais ne nous oublie pas, d'accord ?» Papa m'emmena en charrette jusqu'à la gare. Ce fut un long voyage silencieux. Il essayait de parler de choses joyeuses, mais on voyait qu'il souffrait. Le voyage en train fut une nouveauté pour moi. Je n'en avais jamais fait auparavant. Quand nous sommes arrivés en ville, grand-mère Hélène nous attendait déjà à la gare. Grand-mère Hélène était une dame sérieuse à l'ancienne, tu sais. Elle n'était pas très affectueuse, mais elle a serré papa dans ses bras d'une manière qui m'a surprise. Pour moi, c'était comme si je la voyais pour la première fois. On dit qu'elle m'avait vue quand j'étais plus petite, mais je ne me souvenais de rien. Grand-mère n'avait même pas assisté à la veillée funèbre de maman. Elle disait que c'était trop loin pour voyager. Papa a pleuré dans les bras de grand-mère comme un enfant. La seule fois où je l'ai vu ainsi, c'était à la veillée funèbre de maman.
Grand-mère a promis de bien prendre soin de moi. Elle m'a aussi serré dans ses bras, bien que maladroitement. Papa est allé avec moi chez grand-mère. Quand nous sommes arrivés, je suis restée bouche bée. La maison était magnifique, avec de beaux meubles, de ceux que je ne voyais que dans les magazines. J'avais une chambre juste pour moi, imaginez. Moi qui avais toujours partagé une chambre avec les garçons, j'avais maintenant un endroit juste pour moi. Papa est resté une journée entière. Lui et grand-mère parlaient beaucoup, parfois murmurant dans un coin, d'autres fois se disputant à voix haute dans la cuisine. Grand-mère vivait seule dans cette grande maison et on voyait que papa était inquiet de me laisser là. Mais que pouvait-il faire? Après ce qui s'était passé, tout le monde pensait que le mieux était que je sois loin pendant un certain temps. Quand vint l'heure du départ, nous sommes allés à la gare. Ce fut la première fois que je ressentais ce que c'était d'avoir le cœur brisé. Quelle scène triste! Je voulais tellement rester avec papa. Je ressentais tant de colère envers ce cousin. À cause de lui, j'étais là. S'il n'avait pas fait ça, mais ça ne servait à rien d'y penser maintenant. Dans les premiers jours, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Le voisinage ne semblait pas beaucoup aimer grand-mère. Il lui disait bonjour et bonsoir, mais rien de plus. Je voyais des groupes de dames murmurer dans la rue, et ma grand-mère n'était jamais parmi elles. Grand-mère ne me parlait pas beaucoup au début. J'essayais d'aider, je voyais des choses sales et je les nettoyais, mais je me suis vite rendu compte qu'elle n'aimait pas ça. Ensuite, elle défaisait tout et le faisait à sa manière. J'allais toujours me coucher frustrée en pensant que je ne pouvais rien faire de bien. C'était difficile de lui faire plaisir. Il semblait que je ne faisais jamais rien de correct. Un jour, elle est venue me dire qu'elle m'avait inscrite à l'école. J'étais ravie. Au moins, j'aurais quelque chose à faire en plus d'être dans cette maison. Le premier jour, elle m'y a emmenée, puis j'y allais seule. Avec le temps, je me suis liée d'amitié avec quelques filles. Elles ont commencé à venir me chercher à la maison et nous parlions dans les rues jusqu'à l'école. L'école était très différente de celle de l'intérieur. Il y avait plus d'élèves, plus de professeurs et nous apprenions des choses que je n'avais jamais entendues. Au début, c'était difficile, je me sentais idiote par rapport aux autres. Mais avec le temps, je m'y suis habituée. Les filles de l'école étaient curieuses d'en savoir plus sur moi. J'étais l'une des rares filles blondes aux yeux bleus là-bas. Elles voulaient savoir pourquoi j'étais venue vivre chez ma grand-mère et pourquoi mon accent était différent. Je ne savais pas quoi dire, comment expliquer ce qui s'était passé. Alors j'inventais des histoires. Je leur disais que mon père était parti travailler loin et que c'était pour ça que j'étais là. À la maison, les choses restaient étranges avec grand-mère. Elle n'était pas méchante, juste différente. Un jour, en rangeant ma chambre, j'ai trouvé de vieilles photos dans une boîte à chaussures. Sur l'une d'elles, il y avait une belle femme souriante, étreinte par un jeune homme qui ressemblait à mon père plus jeune. Alors j'ai réalisé que c'étaient mes parents. J'ai montré la photo à grand-mère et lui ai demandé si elle en avait d'autres. Elle était restée silencieuse un moment, puis a dit que oui. Elle a apporté des albums pleins de poussière. Grand-mère a dit qu'elle n'avait pas vu ces photos depuis plus de 10 ans. Je regardais une photo de ma mère et elle a dit « Celle-ci a été prise quand ils étaient fiancés ». C'était la première fois que grand-mère parlait de ma mère. J'ai remarqué que ses yeux se remplissaient de larmes. Elle a continué « Ta mère était une bonne fille. Quel dommage qu'elle soit partie si tôt. Sur ces photos, il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas, la plupart polonais comme nous. Grand-mère regardait avec un air lointain. J'ai eu peur de demander qui ils étaient. Alors, je tournais simplement les pages. Elle non plus ne disait rien. Les jours passaient et je m'habituais à cette nouvelle vie. Le mal du pays était toujours là, mais il ne faisait plus autant mal. Papa écrivait des lettres de temps en temps, racontant comment les choses allaient à la maison. Les garçons grandissaient et la récolte allait bien. Moi aussi, je lui écrivais, racontant tout ce qui m'arrivait et avec grand-mère, sur l'école, mes nouvelles amies, les choses différentes que je voyais en ville.
Mais je ne mentionnais jamais les choses difficiles ou les fois où je pleurais en secret, regrettant lui et mes frères. Je ne voulais pas l'inquiéter. Un jour, une lettre différente arriva. Elle venait de Pierre, mon frère aîné. Il disait qu'il écrivait en cachette de papa, que je lui manquais, que la maison n'était plus la même sans moi. À la fin de la lettre, il me demandait « Colette, crois-tu qu'un jour tu pourras revenir ?» Cette question me trottait dans la tête. Pourrais-je revenir un jour? Et si je revenais, tout serait-il comme avant? Le temps continua de passer et je grandis. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à travailler. Presque toutes mes amies travaillaient déjà. L'idée ne plut pas du tout à grand-mère. « Une fille de bonne famille ne travaille pas dehors », disait-elle. Mais j'ai insisté, je voulais avoir mon propre argent, être indépendante. Tout ce que je faisais, je devais le lui demander. Souvent, je voulais quelque chose, mais je ne demandais pas, de peur qu'elle ne me donne pas l'argent. J'ai trouvé mon premier emploi dans une boulangerie, malgré les réticences de grand-mère. Je commençais tôt, avant le lever du soleil. Au début, j'avais mal aux poignets à force de pétrir le pain et de faire des biscuits. Mais j'aimais l'odeur du pain chaud, cela me rappelait ma maman. Grand-mère critiquait toujours mon travail, elle disait qu'on allait mal parler de moi dans le voisinage, que la place d'une fille était à la maison, mais j'ai insisté, je voulais mon indépendance ne dépendre de personne. Nous nous disputions beaucoup pour cela. Grand-mère était dure, mais je savais qu'au fond, elle voulait juste me protéger à sa manière. À la boulangerie, j'ai rencontré Marc, le fils du propriétaire. Un beau garçon, toujours souriant. Au début, nous parlions à peine, je devenais nerveuse, me souvenant de ce qui s'était passé avec Julien. Marc était différent, il était gentil et respectueux. Un jour, il m'a invité à prendre une glace après le travail. J'avais peur d'accepter, mais j'y suis allée. Nous avons tellement parlé que nous n'avons pas vu le temps passer. Il m'a raconté ses rêves d'avoir sa propre boulangerie un jour. Moi, je lui ai parlé de ma vie à la campagne, du manque de ma famille. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, en cachette bien sûr. Si grand-mère l'avait su, elle vivait en disant que les hommes n'étaient pas fiables, que je devais faire attention. Mais Marc était différent, il me respectait et me faisait rire. Avec lui, je pouvais être moi-même. Le travail à la boulangerie était dur, mais j'aimais ça. J'ai appris à faire du pain, des gâteaux et des tartes. Marc disait que j'avais la main pour la pâte. J'ai commencé à économiser de l'argent, je le cachais sous le matelas. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais il était là. Une partie, je la donnais à grand-mère et le reste, je le gardais. Un jour, il m'a embrassée. C'était derrière la boulangerie, pendant que nous rangions les caisses de lait. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. C'était différent de tout ce que j'avais ressenti. Pour la première fois, j'ai compris ce que c'était d'aimer quelqu'un vraiment. Je ne pensais qu'à lui. Nous avons commencé à sortir en cachette. Je craignais que grand-mère ne le découvre, mais c'était si bon. Marc me faisait me sentir bien, nous faisions des projets, nous rêvions de l'avenir. Il parlait de nous marier et d'avoir notre propre boulangerie. J'étais partagée entre la joie d'être avec lui et la peur de décevoir grand-mère. À cette époque, les lettres de papa se faisaient plus rares. Il était malade. Pierre écrivait pour me le raconter et je m'inquiétais beaucoup. Je voulais retourner prendre soin de lui. Quand j'ai parlé à grand-mère de la maladie de papa, j'ai vu qu'elle a changé immédiatement. Toute cette dureté a disparu de ses yeux. « Nous devons aller voir ton père », a-t-elle dit sans y penser à 2 fois. Cela m'a surprise. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Pour elle, quitter la maison et surtout faire un voyage était quelque chose de rare. Nous avons fait nos valises rapidement. J'ai essayé de parler à Marc, de lui expliquer la situation, mais il n'était pas à la boulangerie ce jour-là. J'ai laissé une note promettant que je reviendrais. Mon cœur était serré en le laissant sans un vrai adieu. Le retour à la campagne fut long. Le train se balançait, faisant ce bruit qui nous berçait. Grand-mère passa la plupart du temps à regarder par la fenêtre, perdue dans ses pensées. J'imaginais ce que je trouverais à la maison, comment serait papa.
À un moment du voyage, grand-mère se tourna vers moi. Ses yeux étaient différents, plus doux. « Colette, » dit-elle, « je crois qu'il est temps que je te raconte certaines choses. » Elle commença à parler du passé, de quand elle était jeune. Elle raconta que grand-père Antoine était veuf quand ils se marièrent. Tante Marie, elle était plus âgée et ne la voulait pas. Elle disait qu'elle ne serait pas sa mère. Grand-mère parlait d'une voix tremblante. Cela me surprit, sincèrement je ne le savais pas. Tante Marie ressemblait tellement à papa que je pensais que grand-mère était aussi sa mère. Je n'avais jamais vu grand-mère aussi ouverte. Elle continua en racontant qu'elle s'était occupée des 4 enfants de grand-père Antoine, les frères et sœurs de tante Marie. Il y avait 3 garçons et Marie, tout comme moi avec mes frères. Au début, c'était difficile, dit-elle, mais avec le temps, Marie l'accepta et les garçons aussi. Grand-mère eut ses propres enfants avec grand-père Antoine. C'était une grande famille, y compris papa. La poterie de la famille de grand-mère prospérait, subvenait aux besoins de tous. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que sa voix se brise. Ce fut une tragédie, Colette. Ses yeux se remplirent de larmes. Ton grand-père Antoine et les 3 garçons aînés, ceux qu'il avait quand il m'épousa, quand je dis aîné, je veux dire plus âgé que ta tante Marie, car le plus vieux n'avait que 17 ans, moururent tous dans un accident à la poterie familiale. Grand-mère respira profondément avant de continuer. Ce fut horrible. Un tracteur hors de contrôle les a écrasés. En plus d'eux, le mari de Madame Lucie qui y travaillait est également mort. Je suis restée sans voix. Je n'en avais jamais entendu parler. Grand-mère a continué d'une voix basse. Marie m'a blâmée. Elle a dit que si je n'étais pas entrée dans leur vie, cela ne serait pas arrivé, que si son père ne s'était pas marié avec moi, il n'aurait pas travaillé dans cette poterie. Elle a tout perdu. Sa mère et maintenant cela, tu sais, Colette. Elle a expliqué. La poterie était dans la famille de grand-mère depuis des générations. Mon grand-père a commencé l'entreprise, elle est passée à mon père, puis à grand-mère et à ses frères. Mon père a arrangé mon mariage avec grand-père Antoine parce qu'il était d'une famille polonaise comme nous. Après l'accident, elle n'a plus supporté de rester, elle disait que la poterie était hantée et elle est partie vivre près des parents de son père. Je ne la blâme pas, Colette, la pauvre a beaucoup souffert. J'ai compris le lien, c'est-à-dire que tu... J'ai commencé à dire et grand-mère a complété. Oui, elle est allée vivre près de chez vous. Étant amie avec ta mère, après s'être mariée avec ton père et avoir eu Pierre, elle l'a convaincue de déménager là-bas. J'ai pensé à tout ce que c'était nouveau pour moi. Combien de choses s'étaient là passées dans notre famille, et je n'en savais rien. Je me suis demandé si mes frères savaient quelque chose. Cela fait plus de 15 ans que je n'ai pas vu Marie, a dit grand-mère en regardant par la fenêtre du train. J'ai peur de ce que ce sera. Si elle voudra me parler après si longtemps, si elle me blâme encore pour ce qui s'est passé à la poterie. Maintenant, je comprenais mieux pourquoi grand-mère était comme elle était. Toute cette dureté, ce comportement fermé, était un bouclier pour protéger un cœur qui avait beaucoup souffert, portant non seulement la douleur de la perte, mais aussi le poids d'être indirectement responsable de la tragédie, pour être de la famille propriétaire de la poterie où tout s'était produit. Quand nous sommes arrivés, ce fut une surprise après l'autre. Papa était au lit, plus maigre que je ne me souvenais, mais ses yeux brillèrent en me voyant. Il avait eu un AVC, ce qui expliquait pourquoi les lettres étaient devenues moins fréquentes. Le voir là, faible dans le lit, me brisa le cœur, mais la présence de grand-mère sembla lui donner une nouvelle énergie. Les garçons avaient tellement grandi. Pierre et Jacques étaient déjà des hommes, et Tonio, qui était si petit quand je suis partie, était déjà un jeune homme de 12 ans. Il serait un Polonais grand comme mes frères, il m'avait déjà dépassé en taille. Mais la plus grande surprise fut de voir tante Marie.
Quand les deux se virent, elles restèrent à se regarder. Je pensais que tante Marie tournerait le dos et partirait, mais soudain elles s'embrassèrent en pleurant. Ce fut magnifique à voir. Les jours suivants furent remplis de beaucoup d'inquiétudes. C'était bon d'être de nouveau à la maison, de voir tout le monde, de prendre soin de papa, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Marc, à ce qu'il penserait si j'avais lu ma note. Les jours suivants furent de soins intensifs et d'inquiétude, mais aussi d'espoir. Grand-mère prit les choses en main, préparant des tisanes, appliquant des compresses et insistant pour que papa fasse des exercices légers tous les jours. C'était incroyable de voir comment elle savait exactement quoi faire. Peu à peu, papa s'améliora. Il réussit d'abord à s'asseoir seul sur le lit, puis, avec notre aide, il commença à faire quelques pas dans la chambre. Une semaine après notre arrivée, il était déjà assis sur le porche, conversant avec les voisins qui venaient lui rendre visite. Voir papa s'améliorer fut un immense soulagement, mais avec toute cette agitation, je ne pouvais m'empêcher de penser à Marc. Avait-il lu ma note? Que penserait-il de mon départ sans un vrai adieu? C'était bon d'être de nouveau à la maison, de voir tout le monde et de prendre soin de papa. Mais une partie de mon cœur était en ville avec Marc. La nuit, allongée dans mon ancien lit, je me demandais s'il m'attendait encore, si nos projets tiendraient toujours quand je reviendrais. L'amélioration de papa fut surprenante. Le médecin qui vint le voir dit que c'était un miracle, que généralement la récupération d'un AVC prenait beaucoup plus de temps. Mais il était là, 2 semaines plus tard, marchant dans la maison, encore un peu lentement, mais tout seul. À cette époque, j'ai commencé à penser à retourner en ville. Papa allait déjà beaucoup mieux, les garçons et grand-mère pouvaient s'occuper de lui et moi, j'avais besoin de régler ma vie, de voir Marc, de reprendre mon travail à la boulangerie. Grand-mère semblait être une autre personne là-bas. Elle aidait à prendre soin de papa, conversait avec tante Marie et riait des histoires que racontaient les garçons. Un soir, elle s'est assise à côté de moi sur le porche et a dit « Papa a commencé à rentrer à la maison plus tôt et à parler davantage. Il a essayé de me faire des tresses comme maman. Elles étaient tordues, mais je les ai laissées pour voir son sourire. Quelque chose de difficile à raconter arriva ensuite, mais cela fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Des mois après le départ de maman, la maison était pleine de parents. Un jour arriva Julien, le fils de tante Catherine. Il était plus âgé, environ 14 ans, alors que j'en avais 10. Au début, c'était amusant de l'avoir près de nous avec de nouvelles blagues et histoires. Nous jouions dans le jardin, grimpions aux arbres ou faisions des choses d'enfants. Mais un jour, il changea. J'étais seule dans la chambre quand Julien apparut et ferma la porte. Il s'approcha en disant des choses étranges, que j'étais jolie avec des yeux bleus comme le ciel et des cheveux dorés comme le soleil. J'ai essayé de crier, mais il a couvert ma bouche. Il m'a poussée sur le lit et j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une blague jusqu'à ce que je comprenne que non. Il a relevé ma robe, touchant des endroits qui m'ont effrayée et gênée. Puis il a pris ma main pour le toucher de manière inappropriée. C'était une terreur pour moi. Il était fort et j'ai pensé que quelqu'un devait me sauver. Alors la porte s'ouvrit, ce fut très rapide. C'était papa. Le visage de papa passa de la surprise à la fureur. Il attrapa Julien par le cou et le traîna dehors en criant des insultes. Je n'avais jamais entendu papa parler ainsi. Il le traîna dans la cour, je le suivais effrayée. Dans la cour, papa jeta Julien au sol, sortit sa ceinture et le frappa, criant qu'il lui apprendrait à respecter les jeunes filles. Tante Catherine accourut, mais il ne s'arrêta pas avant que Pierre ne le retienne. Julien pleurait et tante Catherine l'emmena en maudissant. Après cela, le silence était pesant. Papa m'embrassa en pleurant, s'excusant et promettant de me protéger. Je ne comprenais pas bien, je savais juste que c'était quelque chose de très grave. Cette nuit-là, j'entendis papa parler à tante Marie dans la cuisine. Il avoua qu'il ne savait pas comment me protéger seul et qu'il avait besoin d'aide. Tante Marie suggéra que j'aille vivre chez ma grand-mère en ville. Le lendemain, papa m'expliqua que j'irais chez grand-mère pour être mieux et étudier.
Il me promit de venir me voir chaque fois qu'il le pourrait. Je ne voulais pas y aller. J'avais peur de laisser mes frères et papa. J'aimais tout le monde, mais mon préféré était Tonio. Ça me faisait mal de penser à le laisser. Une partie de moi voulait y aller. Après ce qui s'était passé avec Julien, je ne me sentais pas en sécurité. Ce fut difficile de se dire au revoir. Tonio pleura. Il ne comprenait pas pourquoi je partais. Jacques était silencieux mais pleura. Pierre me serra fort dans ses bras et dit « Va, ce sera mieux pour toi, Colette, mais ne nous oublie pas, d'accord ?» Papa m'emmena en charrette jusqu'à la gare. Ce fut un long voyage silencieux. Il essayait de parler de choses joyeuses, mais on voyait qu'il souffrait. Le voyage en train fut une nouveauté pour moi, je n'en avais jamais fait auparavant. Quand nous sommes arrivés en ville, grand-mère Hélène nous attendait déjà à la gare. Grand-mère Hélène était une dame sérieuse, à l'ancienne, tu sais. Elle n'était pas très affectueuse, mais elle a serré papa dans ses bras d'une manière qui m'a surprise. Pour moi, c'était comme si je la voyais pour la première fois. On dit qu'elle m'avait vue quand j'étais plus petite, mais je ne me souvenais de rien. Grand-mère n'avait même pas assisté à la veillée funèbre de maman, elle disait que c'était trop loin pour voyager. Papa a pleuré dans les bras de grand-mère comme un enfant. La seule fois où je l'ai vu ainsi, c'était à la veillée funèbre de maman. Grand-mère a promis de bien prendre soin de moi. Elle m'a aussi serré dans ses bras, bien que maladroitement. Papa est allé avec moi chez grand-mère. Quand nous sommes arrivés, je suis restée bouche bée. La maison était magnifique, avec de beaux meubles, de ceux que je ne voyais que dans les magazines. J'avais une chambre juste pour moi, imaginez. Moi qui avais toujours partagé une chambre avec les garçons, j'avais maintenant un endroit juste pour moi. Papa est resté une journée entière. Lui et grand-mère parlaient beaucoup, parfois murmurant dans un coin, d'autres fois se disputant à voix haute dans la cuisine. Grand-mère vivait seule dans cette grande maison et on voyait que papa était inquiet de me laisser là. Mais que pouvait-il faire? Après ce qui s'était passé, tout le monde pensait que le mieux était que je sois loin pendant un certain temps. Quand vint l'heure du départ, nous sommes allés à la gare. Ce fut la première fois que je ressentais ce que c'était d'avoir le cœur brisé. Quelle scène triste! Je voulais tellement rester avec papa, je ressentais tant de colère envers ce cousin. À cause de lui, j'étais là. S'il n'avait pas fait ça, mais ça ne servait à rien d'y penser maintenant. Dans les premiers jours, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Le voisinage ne semblait pas beaucoup aimer grand-mère. Il lui disait « bonjour » et « bonsoir », mais rien de plus. Je voyais des groupes de dames murmurer dans la rue et ma grand-mère n'était jamais parmi elles. Grand-mère ne me parlait pas beaucoup au début. J'essayais d'aider, je voyais des choses sales et je les nettoyais, mais je me suis vite rendu compte qu'elle n'aimait pas ça. Ensuite, elle défaisait tout et le faisait à sa manière. J'allais toujours me coucher frustrée en pensant que je ne pouvais rien faire de bien. C'était difficile de lui faire plaisir, il semblait que je ne faisais jamais rien de correct. Un jour, elle est venue me dire qu'elle m'avait inscrite à l'école. J'étais ravie, au moins j'aurais quelque chose à faire en plus d'être dans cette maison. Le premier jour, elle m'y a emmenée, puis j'y allais seule. Avec le temps, je me suis liée d'amitié avec quelques filles. Elles ont commencé à venir me chercher à la maison et nous parlions dans les rues jusqu'à l'école. L'école était très différente de celle de l'intérieur. Il y avait plus d'élèves, plus de professeurs et nous apprenions des choses que je n'avais jamais entendues. Au début, c'était difficile, je me sentais idiote par rapport aux autres, mais avec le temps, je m'y suis habituée. Les filles de l'école étaient curieuses d'en savoir plus sur moi. J'étais l'une des rares filles blondes aux yeux bleus là-bas. Elles voulaient savoir pourquoi j'étais venue vivre chez ma grand-mère et pourquoi mon accent était différent. Je ne savais pas quoi dire, comment expliquer ce qui s'était passé. Alors j'inventais des histoires. Je leur disais que mon père était parti travailler loin et que c'était pour ça que j'étais là. À la maison, les choses restaient étranges avec grand-mère. Elle n'était pas méchante, juste différente. Un jour, en rangeant ma chambre, j'ai trouvé de vieilles photos dans une boîte à chaussures. Sur l'une d'elles, il y avait une belle femme souriante
étreinte par un jeune homme qui ressemblait à mon père plus jeune. Alors j'ai réalisé que c'étaient mes parents. J'ai montré la photo à grand-mère et lui ai demandé si elle en avait d'autres. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit que oui. Elle a apporté des albums pleins de poussière. Grand-mère a dit qu'elle n'avait pas vu ces photos depuis plus de 10 ans. Je regardais une photo de ma mère et elle a dit « Celle-ci a été prise quand ils étaient fiancés ». C'était la première fois que grand-mère parlait de ma mère. J'ai remarqué que ses yeux se remplissaient de larmes. Elle a continué. « Ta mère était une bonne fille. Quel dommage qu'elle soit partie si tôt. » Sur ces photos, il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas, la plupart polonais comme nous. Grand-mère regardait avec un air lointain. J'ai eu peur de demander qui ils étaient, alors je tournais simplement les pages. Elle non plus ne disait rien. Les jours passaient et je m'habituais à cette nouvelle vie. Le mal du pays était toujours là, mais il ne faisait plus autant mal. Papa écrivait des lettres de temps en temps, racontant comment les choses allaient à la maison. Les garçons grandissaient et la récolte allait bien. Moi aussi, je lui écrivais, racontant tout ce qui m'arrivait, et avec grand-mère, sur l'école, mes nouvelles amies, les choses différentes que je voyais en ville. Mais je ne mentionnais jamais les choses difficiles ou les fois où je pleurais en secret, regrettant lui et mes frères. Je ne voulais pas l'inquiéter. Un jour, une lettre différente arriva. Elle venait de Pierre, mon frère aîné. Il disait qu'il écrivait en cachette de papa, que je lui manquais, que la maison n'était plus la même sans moi. À la fin de la lettre, il me demandait « Colette, crois-tu qu'un jour tu pourras revenir ?» Cette question me trottait dans la tête. Pourrais-je revenir un jour? Et si je revenais, tout serait-il comme avant? Le temps continua de passer et je grandis. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à travailler. Presque toutes mes amies travaillaient déjà. L'idée ne plut pas du tout à grand-mère. « Une fille de bonne famille ne travaille pas dehors », disait-elle. Mais j'ai insisté, je voulais avoir mon propre argent, être indépendante. Tout ce que je faisais, je devais le lui demander. Souvent, je voulais quelque chose, mais je ne demandais pas, de peur qu'elle ne me donne pas l'argent. J'ai trouvé mon premier emploi dans une boulangerie malgré les réticences de grand-mère. Je commençais tôt, avant le lever du soleil. Au début, j'avais mal aux poignets à force de pétrir le pain et de faire des biscuits, mais j'aimais l'odeur du pain chaud, cela me rappelait ma maman.